Bah oui, et ça me fait Avec plaisir. On en arrive avant la clôture à notre dernier intervenant qui s'appelle Vianney Donadoni. Vianney fait partie du groupe Wolters Kluwer qui est à la fois dans l'édition, la documentation sur le secteur juridique, mais aussi tous les outils de gestion. Même question qu'aux autres partenaires et intervenants. Comment le groupe Wolters Kluwer a traversé cette crise? Quels sont les leviers d'innovation qui peuvent servir à tous les acteurs aujourd'hui en ligne et demain qui traverseront les événements et le lieu de l'incubateur du barreau? Merci de mettre votre micro, Vianney. Vous avez... Oui, bonsoir, c'est mieux effectivement. Merci. Bonsoir. Merci. Alors avant de partager mon écran, parce que je pense que ça va être aussi épique, Oui. ça, le partage d'écran juste avant, pour vous répondre, Jean-François, déjà merci de nous accueillir aujourd'hui dans cet événement qui est basé autour de l'innovation. Comment ça s'est passé pour Wolters Kluwer? Je ne vais pas pérorer, mais ça va, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Il faut dire finalement que cette crise a des impacts lourds pour notre société, pour bon nombre de business, mais pour les acteurs de la digitalisation des cabinets d'avocats, et je dirais même la digitalisation au sens large, ça a été plutôt une aubaine, puisque finalement la digitalisation s'est fait à marche forcée pour les cabinets d'avocats et également pour les directions juridiques qui ont dû, du jour au lendemain, avec le confinement, trouver des nouvelles méthodes de travail avec leurs clients, mais également en interne au niveau de la collaboration pour mettre en place le télétravail et travailler sur leur structure interne. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des illustrations justement Oui, bien sûr. de tout Alors, ça? vu qu'on avait un sujet Covid-19 et innovation, je vous ai préparé quelques slides que je vais vous diffuser. Alors, c'est le moment où il va falloir justement que vous meubliez. Pas de souci, il suffit de partager les Voilà, écrans. je partage, non, voilà, et on y arrive. C'est bon, a priori, je suis plutôt pas mal là. Voilà. Vous voyez bien mon écran? Ouais, parfait. Super. Alors par contre, vous voyez aussi ce qui peut être un peu embêtant. Voilà. Donc, ce que je souhaitais partager avec vous, bon, au-delà de la présentation, je suis responsable, et si je baisse mon écran, ça ne va pas le faire non plus. Je suis responsable marketing produit donc, au sein de Wolters Kluwer. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les cabinets d'avocats, mais également les directions juridiques dans la digitalisation de leur activité. Et on va voir par quels moyens par la suite. On était, pour ainsi dire, le premier acteur de la Legal Tech, puisqu'on existe depuis plus de 30 ans sur le marché des logiciels. Et depuis 2 ans sur les directions juridiques. Voilà. Et c'est la dernière slide, et après on passe vraiment au concret, j'arrête la réclame. On propose donc des logiciels de gestion, Cléo, Slamy Optimium, des solutions de création de sites web, vraiment super simple, un peu à la Wix ou One and One avec Core Digital, qui est vraiment une solution superbe dédiée au cabinet d'avocats. On a les solutions pour les directions juridiques, donc on écoute nos clients des directions juridiques et des cabinets d'avocats et on va créer dans le futur des connexions entre eux. Et enfin, on a une solution de dictée numérique avec reconnaissance vocale, donc la retranscription de ce qui est dicté par l'avocat. Donc, en échangeant avec Mélanie, elle a souhaité que je partage avec vous des indicateurs qu'on a récupérés en faisant une étude auprès de plus de 1800 cabinets d'avocats au travers de l'Europe. Et les résultats de cette étude autour des impacts du Covid-19 sont plutôt inquiétants, mais rassurants sur le fait que les cabinets ont pris conscience qu'ils devaient innover et aussi améliorer leurs compétences dans le numérique. Donc, le premier indicateur de cette étude, c'était les perspectives des cabinets au cours des 12 prochains mois.
sur leur activité, on voit que seulement 13% estiment que leur activité va augmenter, 37% estiment qu'elle va être en diminution, 19% estiment qu'elle va être flat, enfin stable, et 31% ne savent pas en fait comment cela va se passer. Donc, il y a une incertitude, bien sûr, par rapport aux enjeux sociétaux, et en France notamment, c'est que va faire notre gouvernement dans les jours qui viennent. Après, je pense qu'il y a aussi une inquiétude dans le sens où il y a bon nombre de cabinets, notamment en France, qui aujourd'hui ne sont pas équipés de logiciels de gestion et qui ont des difficultés en fait à prévoir leur trésorerie dans les mois qui viennent. Et ça, des outils de gestion, que ce soit ceux proposés par Wolters Kluwer, CECIB ou d'autres, leur permettent, grâce à des rapports, de pouvoir finalement avoir une plus grande prédictibilité sur l'activité qu'ils vont avoir. Et ça leur permet aussi d'utiliser ces outils comme des outils de gestion de la relation client et de rappeler leurs clients précédents, de garder un historique en fait de cet échange. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est celui du délai de retour de l'activité au niveau avant Covid. Et là, pareil, on est sur des indicateurs qui ne sont pas forcément super optimistes, puisqu'on a 45% des cabinets qui ont été interrogés qui déclarent ne pas savoir quand va s'opérer ce retour. Donc désolé, hein, je ne souhaite pas plomber l'ambiance, mais c'est quand même des indicateurs qu'il faut avoir en ligne de compte. Mais vous verrez, il y a quand même une porte de sortie. Alors, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les interviewés ont aussi pris conscience au travers de cette crise qu'ils avaient besoin d'améliorer leurs compétences numériques. On a, nous, constaté qu'on avait eu des appels qu'on n'avait pas auparavant auprès de notre assistance pour des sujets liés aux matrices, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les cabinets se sont dit, bon, j'ai moins de clients, mais c'est le moment pour moi de travailler mes matrices, d'innover, de fusionner encore plus de matrices que ce que je ne fais auparavant. Et c'est le moment d'aller plus loin. En fait, ils ont pris le temps de se former, de s'informer et de faire de la veille. Et donc, le résultat, c'est que 67% des cabinets déclarent considérer qu'ils étaient d'accord avec le fait qu'ils devaient améliorer leurs compétences sur le numérique. Et après, lorsqu'on leur a demandé quelles étaient les principales technologies dans lesquelles les cabinets juridiques souhaitaient investir dans les années qui viennent, vous voyez qu'on a une thématique qui, est, pour le coup, n'était pas aussi prégnante avant l'impact Covid, qui est la signature électronique, qui a vraiment bondi en termes de besoins, puisque c'est des études qu'on mène tous les ans. Enfin, pas celle-ci, pas sur le Covid, mais d'habitude, on fait une sorte de baromètre pour savoir les besoins des cabinets et quels sont leurs usages. Et là, clairement, la signature électronique qui était plutôt dans les 27-28% et maintenant passé à 63%. Donc, on a vraiment un boom du besoin et ça tombe bien, nous avons une solution pour ça. L'autre thématique, c'est la gestion des réunions. On est ensemble sur Zoom. Il y a aussi des outils comme Teams qu'on recommande, et Skype, avec lesquels nous sommes intégrés, qui ont vu une croissance phénoménale de leur usage. Et je pense qu'aujourd'hui, les cabinets d'avocats sont convaincus qu'ils peuvent arriver à gérer alors tout ou partie de leur relation client en digital. C'est aussi un moyen, et on le verra par la suite, je vais partager avec vous une étude qui a été réalisée aux États-Unis, parce que je n'ai pas la donnée en France, mais je pense que c'est intéressant que vous voyez les éléments. On s'aperçoit que certains cabinets qui ont opéré un peu plus tôt leur digitalisation arrivent à réaliser des économies assez importantes en digitalisant leur relation client via des conférences en ligne, des vidéos, enfin des échanges en ligne, notamment au niveau des locaux. Ils peuvent se permettre de prendre des locaux plus petits et ils peuvent avoir aussi une capacité en fait à rentrer beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet avec le client, c'est-à-dire via son site web, avoir une demande d'un client, pouvoir automatiquement faire cet échange en ligne avec la vidéo qui reste quand même mieux que le téléphone et pouvoir rentrer tout de suite dans le dossier plutôt que de faire venir le client au cabinet et d'échanger avec lui sur le sujet.
Donc voilà, après donc, la gestion des réunions, on a des éléments, des items qui sont plus courants et pour lesquels on n'a pas constaté d'évolution, mais sur lesquels nous sommes déjà. Donc la gestion des flux de documents, de contrats, donc qui sont des éléments qu'on traite au travers de nos logiciels de gestion, des flux de travail, l'automatisation des process, comme on a parlé l'intervenante de Séraphine. Et il y a des éléments aussi qui, à mon avis, à l'avenir, vont prendre de plus en plus de poids, c'est la gestion des contacts, des clients, et notamment du CRM. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est… Ouais, on va conclure, hein, Vianney, dans 2-3 minutes. D'accord, alors je vais me dépêcher, c'est très rapide. Vous voyez, ça, c'est les indicateurs qui ont été communiqués par le CNB sur le fait que malheureusement, pendant la période, 41% des cabinets ont été totalement arrêtés. Et là, je vous donne une information qui est, que je ne devrais pas vous donner, en fait. Mais ça, vous voyez ici, c'est la statistique de l'usage en fait, de nos cabinets d'avocats. Et en fait, quand le CNB a remonté qu'on avait 41% d'arrêt d'activité, ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'on avait une baisse seulement de 7% sur Cleos. Donc ça, c'est un indicateur qui nous rend particulièrement fiers parce qu'en fait, on se rend compte que les cabinets qui sont les plus résilients et qui ont conservé une activité sont des cabinets qui sont équipés de logiciels de gestion. Et donc, c'est un indicateur qu'il faut quand même avoir en tête. C'est que pour ceux, les cabinets qui ne sont pas équipés aujourd'hui, pensez-y parce que ça peut vous permettre, notamment dans ce type de crise, de pouvoir travailler à distance et collaborer à distance. Autre point, ça c'est donc issu d'une étude qui a été réalisée aux États-Unis sur plus de 10 000 cabinets. Vous voyez ici, c'est l'indicateur de la différence de pourcentage de nouveaux, donc là en bleu foncé, de nouveaux dossiers rentrés et en bleu clair de revenus entre des cabinets qui ne sont pas équipés du paiement en ligne, de l'extranet et de formulaires, comme on en a parlé, Google Sheet, etc., pour récupérer des besoins clients ou pousser des formulaires auprès de ces clients qu'ils vont renseigner finalement à votre place pour compléter le dossier. Et donc là, on est, si je vous montre sur mars, avril, on voit que sur avril, donc là c'est aux États-Unis, hein, mais on a eu sur ces cabinets, déjà ils ont un pourcentage de revenus et de nouveaux dossiers qui est supérieur à ceux qui n'utilisent pas ce type d'outils, je dirais, plus innovants. Et ici, on est donc à 35% en avril, plus 35% de nouveaux dossiers rentrés. Donc c'est vraiment la preuve là, par A plus B, que la digitalisation, l'innovation permet au cabinet d'être beaucoup plus résilient. Il me reste combien de temps? C'est fini. C'est fini? Bon, Enfin, alors voilà. Je ne suis pas le c'est vraiment décide. C'est pas vous qui décidez. Ah oui, il me reste 1 minute, je le vois. Donc voilà, bon, enfin tout ça pour vous dire que c'est important que vous preniez ça en ligne de compte, que l'innovation, c'est un moyen d'être plus résilient et c'est aussi un moyen de vous différencier par rapport aux confrères et d'engranger plus de revenus. Il y a des logiciels de gestion, il y a aussi le site web qui est très important pour ça, l'extranet notamment, le paiement en ligne, les formulaires d'automatisation et tous ces éléments, vous pouvez bien sûr vous renseigner auprès de fournisseurs comme Wolters Kluwer ou Cessib. On est là pour vous accompagner, pour vous aider à vous digitaliser et pour vous aider à passer, à finir l'année 2020 mieux qu'elle n'a commencé et à tout exploser en 2021. Voilà, j'ai commencé par quelque chose de pas très positif, mais je vous engage à venir nous rencontrer pour que vous puissiez innover à votre façon, avec du sur-mesure comme peut proposer Séraphine, avec un certain coût, mais qui est très intéressant, ou avec des fournisseurs, je dirais, qui ont des offres plus plug and play, comme Wolters Kluwer ou Cessib. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, Vianney. Merci beaucoup. J'ai pas eu assez de temps, je regrette, parce que j'aurais aimé vous présenter l'OP parce qu'on a justement cette logique de plateforme où on réinvente pas la roue. En fait, nous, on propose un logiciel, mais après, on se fait accompagner d'acteurs qui sont spécialisés sur l'envoi de courrier. Par exemple, on est avec une filiale de La Poste. On a aussi les emailing. On passe par un acteur qui est français, Sendinblue, je fais de la pub,
parce que c'est important de parler un peu français, enfin en tout cas de privilégier les entreprises françaises, mais on a tout un tas, on a la signature électronique aussi avec Ariane Next, qui est peu connu en France, mais qui est l'un des plus gros faiseurs en signature électronique au monde. Voilà, donc tous ces acteurs, en fait, on a fait des partenariats technologiques avec eux, ils viennent se plugger à notre outil de gestion, et en fait, pour un prix qui est dérisoire, parce que se plugger, normalement, ça coûte un prix pour les cabinets qui ont un outil en place et qui veulent se faire. C'est ce qu'on appelle une API. Et il y a des coûts de développement qui sont derrière ça. Là, nous, grâce à ça, on a quelque chose de plug and play et on accompagne en fait les cabinets tranquillement dans leur développement. C'est-à-dire s'ils veulent faire plutôt de la signature électronique, plutôt du CRM, etc., on est là pour les accompagner avec une offre qui n'est pas à un prix exorbitant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, pour conclure sur ton intervention, Vianney, c'est de dire aussi que quelque part, c'est l'amorçage, c'est la démarche que l'on doit commencer après brique. Le fait de devoir peut-être imaginer l'ensemble des outils que tu nous as présentés, ça peut paraître peut-être un peu comment dire, ambitieux pour certains. Oui. Et en fait, de commencer, il y a peut-être un outil que tu pourrais conseiller pour commencer en fait cette digitalisation. Moi, je pense que vous pouvez Qui commencer. est la bonne porte d'entrée quelque part. Oui, alors je pense que la première chose, bon, j'avais tout un tas de slides, mais la première chose, c'est peut-être l'extranet. Voilà, je pense que l'extranet, c'est quelque chose qui est pratique. Quand vous travaillez avec des particuliers, c'est un moyen pour les cabinets de fait de ne pas être sursollicité, c'est-à-dire vous l'avez tous expérimenté, il y a la partie de collecte des documents des clients. Là, vous allez avoir plein d'emails différents. Le client va aussi vouloir que vous lui fournissiez des éléments. Il va vous rappeler 30 fois pour savoir où est-ce qu'est le document que vous lui avez déjà envoyé 30 fois par email, etc. Et là, l'extranet, c'est un endroit unique en fait où vous allez historiser tous les documents que le client a partagé avec vous et que vous partagez avec lui. Vous pouvez partager les dates d'audience et les factures, etc. Mais ça, c'est très pratique parce que ça évite qu'il vous appelle constamment pour savoir où sont ces documents. Ça, je pense que c'est le premier élément. Et après, il y a le tampon numérique aussi qui est très important. Oui, qui est utile. Voilà, qui est utile. Et Merci. pour ceux qui travaillent avec les entreprises, l'extranet, c'est très bien aussi, notamment pour tous ceux qui travaillent avec des banques, des assurances, etc., des institutionnels, parce qu'ils peuvent leur proposer dans un endroit unique l'ensemble des dossiers.